Bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce que le rationalisme et l'amour peuvent coexister? Par exemple, quand on sait que la personne ne nous convient plus, qu'il faut arrêter cette relation qui est nuisible pour nous, qui nous met vers le bas. Quoi faire dans une situation pareille quand on ne peut pas physiquement ou moralement lâcher cette personne? Alors, vous me posez 3 questions au moins. Donc, la première chose, vous me demandez si l'amour et le rationalisme peuvent coexister. Eh bien, pas du tout. Enfin, ça n'a rien à voir. Pour moi, enfin, à mon avis, l'amour est irrationnel. On ne sait pas pourquoi on aime, on ne sait pas pourquoi on n'aime pas. L'amour, ça ne se discute pas. Ce n'est pas, bon, on va raisonner si on a besoin justement de savoir si, pour des raisons sociales, si on a besoin de savoir si on aime ou si on n'aime pas. Mais non, ça n'a rien à voir. L'amour n'a... Donc l'amour, c'est vraiment... On dit que le cœur a ses raisons, que la raison ne connaît pas. Vous connaissez bien cette phrase. Donc on ne peut pas rationaliser l'amour dans le sens que, voilà, enfin, moi, il faut que j'aime ce type de personne et pas une autre qui... Voilà. Non. Et puis on s'en aperçoit parce que dans les entretiens, dans les consultations psychologiques, oh, vous savez, madame, mon mari me nuit, me maltraite, mais comment vous allez faire? Mais je l'aime. Mais je l'aime. La réponse, exactement. Je l'aime, voilà. Non. Et puis, il y a des tas de... Ça ne se discute pas. On aime ou on n'aime pas, on ne sait pas pourquoi. On peut raisonner l'autre chose, le fait de rester ensemble, de continuer à voir quelqu'un ou non. Mais c'est surtout, vous m'avez demandé d'autres choses là dans cette question. Comment sortir de cette relation qui, par exemple, on sait que ça ne nous convient plus, voilà, que ça nous entraîne vraiment dans le bas, que ça... Vous avez parlé de relations destructrices. Hein? Exactement. Oui. Alors, encore faudrait-il définir ce que c'est qu'une relation destructrice. Par exemple, quand une personne est comme un poison pour nous. Toxique. Toxique, oui. Une relation toxique. Eh bien, vous dites quoi? Faut-il rester ou... Faut-il rester? Qu'est-ce qu'il faut faire? À mon avis, je ne suis pas sûre qu'il faille subir la vie, les choses et les gens. Hein? C'est important d'analyser en quoi cette relation est destructrice. Si la personne est maltraitante, si elle nous entraîne à la dépression, si elle nous entraîne au mal-être, dans quelle mesure aussi quelque chose m'appartient ou cela appartient à l'autre. Il est important d'analyser les choses. Bon, a priori, une relation destructrice, il vaut mieux fuir. Quand on s'en aperçoit, il vaut mieux fuir que d'y rester. Sinon, c'est le plus grand des masochismes, le plus grand se détruire. Si elle nous amène à nous détruire nous-mêmes, non. La vie, c'est pas se détruire. Exactement. Oui. Mais c'est ça le souci, de sortir de cette relation. C'est toujours très difficile parce que moi, ça me fait penser aux relations quand on est avec une personne qui a un fonctionnement pervers. Parce que ces personnes-là sont des personnes qui vont être très séduisantes, très séductrices, qui vont les séduire, et puis peu à peu, elles vont nous isoler, nous exclure des autres, nous dévaloriser, nous mettre à mal, et quelquefois on est un peu piégé parce que on garde le souvenir de cette personne qui a été si merveilleuse, au début, oui, si formidable. Il faut un certain temps pour arriver à s'en défaire. D'abord comprendre, d'abord saisir, s'en défaire, parce que quand on est amoureux, quand on aime, on idéalise l'autre. Et on le prend pour... on imagine que c'est on l'idéalise, quoi. Oui, on le met sur un piédestal. Voilà. Et c'est difficile de tomber et de s'apercevoir aussi qu'on s'est trompé. On cherche à se faire aimer, apprécier. On peut mettre plus ou moins besoin. Et d'autant plus si on est jeune et si on n'a pas d'expérience. Je pense que quand on a été piégé une première fois, qu'on a réfléchi, qu'on s'est interrogé sur soi-même, comment ça se fait qu'on s'est mise dans ces situations-là, on ne le sait pas très bien, mais qu'on a laissé faire l'autre. Et je crois qu'on s'y fait moins, on ne se fait pas reprendre, entre guillemets, une deuxième fois. Enfin, j'espère. Oui, un même piège, j'espère. Vous aviez il y avait une troisième question.
dans votre première question? C'était par rapport à l'attirance qu'on a envers l'autre qui nous a piégés dans cette relation. Oui, c'est par hasard qu'on rencontre quelqu'un et qu'on tombe amoureux. Ah mais je m'y attendais pas, mais je voulais pas, mais c'est incroyable, mais j'étais bien dans ma vie, mais c'était pas ça que je voulais, j'avais d'autres choses à faire. Mais c'est pas par hasard qu'on reste avec quelqu'un, ou quelqu'une. D'accord, nous sommes quand même attirés par ce type de personnes. Les attirances, moi c'est comme l'amour, hein, ça se discute pas. On peut être attiré par des gens. Pourquoi est-ce qu'on est attiré? Alors on peut se poser la question, parce que cette personne, il y a des attirances physiques, il y a des attirances intellectuelles, des attirances, cette personne est sympathique, cette personne est drôle. Et puis il y a un contexte aussi dans lequel on est, où on est prêt à accueillir quelqu'un. Oui, aussi. Ou pas du tout. Au bout d'une certaine quantité de relations malheureuses, on se rend compte qu'à chaque fois on attire le même type d'individu. Par exemple les narcissiques ou les parasites dans le sens moral du terme. D'où vient cette attirance et comment peut-on en finir avec elle et est-ce que c'est possible ensuite? Alors tout est possible. Tout est possible. Je ne sais pas si on attire le même type d'individu ou le même type d'individu est attiré par nous. C'est toujours complexe, hein, la relation humaine. C'est toujours un peu complexe. En tout cas, je trouve que c'est plus facile, enfin plus simple, enfin plus clair de penser que on a tendance à induire le même mode de relation et l'autre aussi. C'est-à-dire que si vous êtes une femme très très gentille, vous risquez d'attirer quelqu'un qui va abuser de votre gentillesse. Si vous êtes un homme très radin, vous risquez d'attirer une personne très généreuse. Enfin, pas d'attirer, mais de construire une relation. Voilà, c'est plutôt ça. De construire une relation, le radin, construire une relation avec une dépensière ou une généreuse, etc. Pas dire qu'un bon attire, mais on remarque d'ailleurs, on remarque dans les couples, on dit mais comment ça se fait que cette fille soit avec cet homme, qu'elle est en train de... qu'est-ce qu'on peut imaginer encore comme ça deux extrêmes s'attirent en fait. Que des extrêmes s'attirent, et puis d'une certaine manière. Et ce que je pense moi profondément, c'est que on attire, on est attiré par, enfin, on va construire avec l'autre, avec les autres, mais hommes et femmes, le même type de relations qui se sont construites dans notre petite enfance avec papa-maman. D'accord, donc dans tous les cas, il y a une relation avec notre passé, oui, avec notre enfance. Et c'est pas conscient. C'est pas conscient. Et la plupart du temps, en tout cas, je remarque quand un couple vient me consulter en thérapie, je travaille beaucoup sur le manque à papa, ce que j'appelle le manque à papa, le manque à maman. Moi, je demande à l'autre quelque chose que je reproche, je vais reprendre les choses d'une autre manière, je reproche à papa, maman, non seulement de m'avoir fait des choses qui n'étaient pas bonnes, pas bien pour moi, mais surtout je leur reproche qu'ils n'ont pas fait pour moi, comment ils ne m'ont pas aimé. Et comment ils ne m'ont pas aimé, inconsciemment, je le demande à l'autre, alors que je ne sais même pas ce que je lui demande, et que l'autre ne sait même pas que je lui demande ça, et ne peut pas me le donner. Ça, c'est intéressant, effectivement. Ça, c'est ma grande hypothèse de travailler avec les couples. Donc c'est raté, de toute façon, dès le départ, quoi qu'il arrive. C'est très rassurant. Alors, quelquefois, on induit ça, ou on le demande à l'autre d'une façon très très rigide, sans réfléchir, et puis quelquefois, on le demande moins, c'est plus souple, on accepte mieux que l'autre ne soit pas exactement dans le creux qu'on voudrait qu'il remplisse le creux, le manque qui est en nous. Comment on se défait pas tout à fait, en partie de cela, pour pouvoir continuer à vivre en couple,
on va grandir dans sa propre autonomie. Et ce qui nous manque, ce que je n'ai pas eu, je ne vais pas le réclamer à l'autre. Je vais soit essayer de me le donner à moi-même, soit en construisant des choses pour ma vie, en grandissant, en devenant plus autonome, et je ne vais pas le réclamer à l'autre alors qu'il ne peut pas me le donner. J'entends des personnes qui disent « mais il n'a pas d'ambition, qu'est-ce que vous voulez ?» Ben oui, mais il n'a pas d'ambition. Ben, on s'est marié, ou on vit avec un homme qui n'a pas d'ambition, ben, l'ambition on peut l'avoir pour soi, mais il ne faut pas réclamer à l'autre d'avoir de l'ambition alors qu'il n'en a pas. Bien sûr, c'est très personnel. Hein. C'est simple comme je le raconte, mais c'est pas si simple à vivre. C'est jamais simple en pratique. Ouais. Ouais. Donc il y a des gens pour qui la solitude est pire qu'un mariage malheureux. Donc c'est à cause de ça qu'ils restent dans cette cage, on va dire ça, dans le mariage. Ils préfèrent de rester là-dedans que de fuir le mariage et de rester seuls. Parce que la solitude pour eux, c'est vraiment c'est comme la peste. Comment peut-on vaincre la peur et est-ce qu'il faut le faire déjà? Alors la solitude... Il y a des raisons pour rester avec quelqu'un, même si on n'est pas très heureux. Alors il n'y a pas très heureux, pas du tout heureux, très malheureux. Hein. Mais il y a des bonnes raisons objectives que la personne s'avoue ou ne s'avoue pas. Il y a des raisons financières, il y a des raisons matérielles, il y a des raisons familiales, le changement. Les humains n'aiment pas le changement. Hein. Ils aiment bien rester dans ce qu'ils connaissent déjà et plonger dans le grand bassin alors qu'on ne sait pas nager. Effectivement, on peut être un peu inquiet. Mais la solitude, c'est un grand... On a bien dit qu'il valait mieux être seul que mal accompagné. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais moi ça me fait penser en une chose, c'est que la solitude, nous sommes seuls. Nous sommes toujours seuls. Nous souffrons seuls. Nous avons des joies seuls. Ce que je ressens, ce que je pense, ce que même je réfléchis, enfin non, je réfléchis, je peux partager avec d'autres, mais il n'y a que moi qui ressens les choses. Nous sommes toujours des êtres seuls et on est dans une société, on montre du doigt les gens qui sont seuls, comme si c'était une maladie. Bon. Alors, nous sommes nous les humains, des êtres très, très particuliers parce que paradoxalement, nous avons besoin des autres. Et nous avons besoin d'être en relation avec les autres. Et nous avons besoin de partager avec les autres. Et ce que nous partageons le mieux, tous ensemble, c'est que nous partageons que nous sommes seuls, toute notre vie. Et si on pouvait un peu mieux admettre, notre siècle a mis l'amour a prôné l'amour. Nous faisons des mariages ou pas des mariages d'amour. Hein, c'est avec l'amour, c'est l'amour qui fait qui nous décider de vivre en couple. Mais si nous arrivions à supporter, à comprendre, à saisir et à apprendre et à nous avouer que nous sommes seuls et que nous allons peut-être partager des plaisirs et des joies, mais non tout partager. Il est impossible de tout partager. Et c'est impossible, donc cette relation fusionnelle dont on rêve, qui est celle du bébé dans le ventre de sa mère, c'est fini, c'est paradis perdu. Alors, à accepter que nous sommes seuls et que nous partageons à deux au moins une partie, voilà, et que nous puissions nous attacher à avoir des joies et des plaisirs ensemble, et ne pas exiger que l'autre ressente exactement la même chose, mais il ne me comprend pas, mais il ne ressent pas la même chose, mais on n'a pas vécu la même situation de la même manière. Et alors, évidemment. Bien sûr, nous ne sommes pas pareils. Mais nous sommes dans une société où on prône l'amour, le couple. C'est vraiment la vie à deux, et il faut partager tout à deux, et on oublie un petit peu que nous sommes uniques. D'une part, et en même temps, nous voulons notre liberté et notre indépendance. Je veux m'épanouir. C'est compliqué. Hein. C'est paradoxal. Okay. Je veux être avec toi et je veux faire ce que je veux. En plus, on vit dans une société très individualiste. C'est ça. Et je ne sais pas si, par exemple, à l'époque, par exemple au 19e siècle, c'était comme ça. Les rôles ont été quand même plus dispatchés côté homme, côté femme. Il y avait plus de distinction. Et peut-être ça se ressentait autrement. Hein.
Tout simplement, le mariage était autre chose. C'était pas des mariages d'amour, c'était des mariages socio-économiques. C'est vrai que les mariages d'amour, c'était très rare. Les parents, ben, on pouvait devenir, on pouvait apprendre à s'aimer. Oui. Hein, et c'était des mariages, oui, avec une fonction socio-économique. Souvent, c'était les parents qui décidaient, en tout cas pour les femmes, tu te marieras avec celui-là. Et puis, les mariages étaient quand même tournés vers la famille, faire des enfants. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas le même esprit. C'est pas le but, effectivement, d'une famille ou d'un mariage. Et aujourd'hui, les personnes disent oui, on va peut-être avoir un enfant. Quand est-ce qu'on va décider d'avoir un enfant? Aujourd'hui, on peut à peu près décider si on veut avoir des enfants ou pas. Et les fonctions et les rôles étaient extrêmement définis, mais il y avait un cadre social, il y avait un cadre religieux, et comme les couples étaient obligés de rester ensemble, et bien ils aménageaient les choses à l'intérieur de leur couple. Et c'est vrai qu'en partageant les tâches, eh bien il y a moins de conflits, il y a moins de rivalité. Ça, c'était dévolu à madame, ceci était dévolu à monsieur, et monsieur ne se mêlait pas de ce que faisait madame, et madame ne se faisait pas, chacun était maître dans son domaine. Peut-être que c'était pas plus mal. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Les générations et nos façons de penser la vie, de penser le monde. Et en Occident, c'est pas la même chose qu'en Orient, où il y a des cultures différentes. Dans tous les cas, dans notre culture à nous, on va vers la solitude. Enfin, on est dans la solitude déjà. Oui, il faut le savoir. Il ne faut pas l'oublier. C'est mal vécu. C'est très mal vécu. Et en même temps, c'est très prégnant dans notre culture aujourd'hui. Il faudrait être... il faut toujours être bien. Il faut être bien en couple, il faut être bien seul. C'est un travail sur soi. Ça demande beaucoup de travail sur soi, ouais. Je trouve, pour être bien dans, on va dire, de tout. Grandir, mûrir... avoir une certaine autonomie psychique, oui, c'est... Se remettre en question de temps en temps aussi. À quel point le sexe est-il important dans un mariage heureux? Est-ce qu'il a la même importance pour les hommes que pour les femmes? Alors, le sexe, c'est une grande question. Aujourd'hui, la vie de couple est fondée sur l'amour. Ce qui rend la stabilité du couple précaire. Parce que l'amour, le sentiment amoureux peut durer quelques années, mais ensuite l'amour, c'est quelque chose qu'on doit construire. C'est-à-dire, on doit construire le respect, l'estime, mais c'est pas le feu d'artifice tous les jours. Et dans notre culture aussi, le sexe et l'amour, c'est lié. Donc pas d'amour sans sexe, du sexe sans l'amour, mais c'est pas une vie de couple, hein. C'est des aventures, c'est le sexe éphémère. Et je pense que dans nos têtes, dans notre pensée, c'est grosso modo aussi important pour les hommes, pour les femmes. Pour certains hommes c'est pas important, pour certaines femmes c'est pas important, ou l'inverse. Hein. Nous les hommes et les femmes, enfin nous les femmes et vous les hommes, nous avons des parcours différents et nous ne pensons pas vivre la sexualité, nous ne la percevons pas de la même manière et nous ne pensons pas la vivre de la même manière, c'est ça qui est différent. Mais ceci n'est pas inintéressant parce que par définition c'est complémentaire et chaque couple, à mon avis, doit construire, à travers son histoire, à travers sa culture, doit apprendre à construire avec l'autre ce que j'appelle son contrat érotique. Contrat érotique, d'accord. Ouais. Ben voilà, moi la sexualité, c'est une communication physique, une relation physique, ça c'est clair, mais une communication physique, une communication verbale, et une communication comportementale. Et c'est ceci que les couples oublient. Effectivement, la plupart des gens se fixent que sur l'aspect physique.
l'aspect physique, l'aspect sexe, on va dire, c'est-à-dire notre partie animale. Seulement notre partie animale, ils font pas l'amour, les animaux. La nature a inventé la sexualité pour se reproduire, c'est notre partie animale. Mais nous sommes des humains, et maintenant nous pouvons faire l'amour sans nous reproduire. Alors ça vient un petit peu compliquer les choses, et je dis toujours, le sexe est dans le cerveau, hein, le sexe c'est pas... Et ce n'est pas seulement un comportement crabouilleux comme les animaux dans la rue. Et heureusement. Ben c'est comme ça. Donc c'est quelque chose qui doit se construire à deux, en parlant, en se comportant d'une manière. Ça a un sens quand je me comporte comme ça ou quand tu te comportes comme ça. Si tu me sautes dessus sans me prévenir, ben c'est pas. Il faut pouvoir en parler. Voilà. Il y a les trois mouvements importants à parler ensemble, pour vivre une relation avec une certaine qualité. Et s'adapter à chacun, parce que les femmes, chaque femme est différente d'une autre femme, et chaque homme aussi est différent d'un autre homme quand on est dans notre relation humaine. Les animaux, non, ils font tous pareil, hein. Ils ont des comportements de cours, il suffit d'apprendre l'éthologie, comment se comportent les animaux, et chaque espèce a sa façon de faire. Et chez nous, c'est un peu plus nous sommes beaucoup élaboré. Plus complexes, oui. C'est un peu plus élaboré. Exactement. Ouais. D'où vient la différence de tempérament, par exemple. Voilà. Mais moi, je ne sais pas le dire. Oui, voilà. Je ne sais pas le dire. Tout ce qui concerne je ne peux pas limiter, réduire la sexualité à un comportement de mammifère. Mais par exemple, s'il y a une grosse différence de tempérament entre les partenaires, est-ce que l'homme ou la femme, hein, ça dépend, doit se forcer de faire l'amour à son partenaire pour, on va dire, laisser le couple durer? Et est-ce que ça marche, hein? J'en sais rien. Il y a des très très beaux couples qui vivent sans sexualité, mais ou avec peu de sexualité. C'est important d'accepter comme je suis, comme l'autre est, et puis de négocier ensemble les choses. Donc c'est vraiment la clé, c'est la communication. Et agir selon ce qu'on a pu se raconter. Bien sûr. C'est comme, ça serait aussi simple que la relation d'amitié. Si vous invitez tout le temps quelqu'un à sortir avec vous, à se voir, et puis que une fois, deux fois, trois fois, et que la personne vous dit non, une fois, deux fois, trois fois, ben vous ne l'invitez plus. Hein? Si l'autre vous invite toujours et que vous y allez, que vous subissez, vous n'avez plus envie de le voir. Hein? On doit bien en parler. Qui prend l'initiative? Qui répond à l'autre? Est-ce que je réponds la sensualité, la sensorialité? Ou est-ce que je réponds craque-boumu parce que je suis fatiguée? Est-ce que ça se discute? Alors je ne dis pas que ça ne doit pas se discuter toute la sainte journée et au moment où les choses se passent, mais à un moment donné, bon, comment on fait l'amour nous deux? Comment ça te convient? Comment ça ne va pas? Comment j'aimerais développer ma sensualité et ma sensorialité? C'est pas que le sexe lui-même, c'est aussi un échange physique, avoir du plaisir à être ensemble physiquement. Moi, quand j'entends, je sais pas, j'entends tellement de choses qui me font sourire intérieurement, où monsieur se plaint que madame n'est pas très sensuelle, érotique avec lui, mais elle, si elle ose dire les choses, elle va dire, bah oui, mais lui, il prend pas les devants, il me fait pas la cour, enfin, etc. Et lui va dire, mais oui, je trouve que tu fais beaucoup de caresses à ton chat qu'à moi. Donc chacun des deux, pourquoi est-ce qu'ils n'apprennent pas à le vivre ensemble? C'est quelque chose qui doit se construire dans un couple, et dès le début de la vie de couple, souvent les couples s'imaginent que ça doit être comme ça, monsieur doit se conduire comme ça et madame doit se conduire comme ça, et ils viennent consulter des années après, mais il n'y a pas un seul modèle. Vous savez, madame Planche, on fait l'amour une fois par mois, est-ce que c'est normal? Mais moi j'en sais rien.
Ça dépend des couples. Mais est-ce qu'on parle de quantité ou est-ce qu'on parle de qualité? On peut déjeuner et dîner ensemble tous les jours et pas pouvoir se voir en peinture. C'est pas intéressant. Effectivement, c'est intéressant parce que chaque couple fonctionne différemment. Donc il faut établir les codes. Oui, il faut établir les codes ensemble, et quitte à les modifier au fur et à mesure du temps. Je pense au fur et à mesure qu'on se connaît bien, c'est pas la même chose que... La sexualité, c'est très difficile, ça concerne beaucoup de choses, c'est la question de l'intimité. Il y a des personnes qui ont des difficultés à vivre l'intimité. Ça fait appel à des tas de gênes chez nous, la sexualité, parce que madame, ça remet en question sa féminité, monsieur, ça remet en question sa virilité, on a tendance à accuser l'autre et pas soi-même, et si monsieur ou madame ne parle pas, c'est difficile de parler de nos sensations. Je le disais tout à l'heure, on est seul, c'est difficile de parler de nos sentiments. On a aussi vécu dans des familles, dans des cultures où on ne se touche pas, on ne s'embrasse pas, apprendre à l'âge adulte, c'est compliqué, et il y a toutes les défenses par rapport à la société. Dans la rue, il ne veut pas me prendre la main, enfin, ça commence comme ça aussi. Et c'est intéressant de voir les couples entre eux, parce que je trouve qu'on remarque les couples qui ont une sensorialité entre eux, même quand ils sont avec l'autre, et ceux qui ont un certain éloignement physique.